Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel opus de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions swap à tour de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Yann. Moi c'est Seb. Et aujourd'hui on parle de Paris, Texas. Salut Seb. Salut Yann. Comment va ? Bah écoute, ça va. Il pleut. Il pleut, on est bien à l'intérieur. C'est cool. On va faire un petit rapport du temps à chaque fois. Ouais. Donc aujourd'hui, après la semaine dernière, on a couvert 2 minutes plus tard. Oui. C'est moi qui t'ai proposé un film, ouais. Cette fois-ci. Donc Paris, Texas. C'est Je vais refaire la fiche technique vite fait. Donc c'est un film de 1984. Le réalisateur, c'est Wim Wenders, qui a déjà fait Les Ailes du désir, Jusqu'au bout du monde, et qui a gagné un BAFTA et une Palme d'or de Cannes pour son taf, pour ce film-là. La distribution, c'est Harry Dean Stanton qui joue Travis, Natasha Kinski qui joue Jane, Dean Stockwell qui joue Walt, Hunter Carson qui joue Hunter, et Aurore Clément qui joue Anne. Et la BO, c'est pour Ray Cooder, et la durée de 2h25. C'est à peu près ça. Première question que j'ai pour toi, est-ce que t'as aimé ? Tu veux direct que je te donne la réponse ? Ouais. Ok. Alors oui, c'est un film que j'ai aimé. Peut-être pas pour les raisons que tu penses. Moi, je pense rien, moi. En tout cas, on va en parler. Par contre, est-ce que c'est un film que je conseille ? Ça, c'est une autre question. Je pense que c'est un film que je ne conseillerais pas à tout le monde. Déjà de une, parce qu'il est lent. Et c'est le genre de lenteur qui peut rebuter certaines personnes. Je sais que dans mon entourage, il y a certaines personnes, si je leur dis de regarder ce film, au bout de 25 minutes, peut-être une demi-heure, ça va être « Ah, c'est bon, il se passe rien dans le film, j'arrête et ça sera tout ». Donc ouais, c'est un film pour les curieux, pour les gens qui aiment les films contemplatifs, qui aiment les drames. C'est pas un drame viscéral. C'est pas quelque chose où on va regarder un film et voilà, il y a des morts, où il va y avoir de la peine. C'est une romance. Enfin, c'est un film qui traite d'une relation amoureuse et même de relations tout court entre plusieurs personnages. Ouais, c'est un film intéressant. Pour ma part, en tout cas, c'est un film que j'ai énormément apprécié par rapport à ce que le film nous montre. On va en parler de toute façon pendant l'épisode. Est-ce que tu veux nous faire un rapide synopsis du film ? Oui, je peux. Alors, on est rapidement introduit dans le film par le personnage de Travis, qui déambule, on va dire ça comme ça, dans un désert, en tout cas sur un territoire complètement désertique, aride, chaud, avec un jerrycan à la main, un jerrycan d'eau vide. En tout cas, il finit les dernières gorgées et c'est fini pour lui. C'est un personnage dans cette scène qui erre. On va dire ça comme ça. Il n'y a pas véritablement de but. On voit un mec qui marche et qui ne sait pas trop où il va, en tout cas. Un mec qui a l'air déboussolé. Le regard un peu vide. Ouais, et déboussolé, en plus, c'est vraiment le mot, puisque pendant, on va dire, au moins la bonne moitié du film, la bonne première partie du film, on a même des interrogations sur ce personnage. Moi, au tout début du film, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi son passé, justement ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est toute la question du film. Exactement. Mais on a vraiment l'impression que le mec, il est arrivé un truc... Moi, au début, je me suis dit, c'est un mec, il a eu un accident, il est amnésique, ou en tout cas, il ne sait pas ce qui se passe, il est complètement paumé. On verra par la suite que non, que c'est plutôt une espèce d'introversion, on va dire. Donc voilà, on est introduit dans le film par ce personnage qui se balade dans ce territoire et qui va rapidement tomber, alors je ne sais plus, sur une espèce de baraque dans le désert, justement, ou sur un groupe de baraques tenues par un docteur un peu allumé, complètement allumé, quoi. Et qui va le soigner et qui va contacter le frère de ce gars-là. Donc Travis Anderson a un frère qui s'appelle... Walt. Exact, Walt Anderson. Et Walt Anderson, quand il décroche le téléphone et quand il parle donc à la personne qui est à l'autre bout de la ligne, qui lui dit « On a retrouvé votre frère, venez le chercher », le premier truc qu'il dit, c'est « Ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu ». On comprend que juste avant de trouver dans le désert ce personnage de Travis, voilà, le mec il a complètement disparu de la surface de la Terre pendant un long moment. Donc Walt se met en route pour aller chercher son frère. On comprend dans le film qu'il prend l'avion, qu'il loue une bagnole, qu'il va donc dans le Texas, en tout cas l'endroit désertique dans lequel se retrouve son frère. Et du coup, voilà, Walt arrive, récupère son frère, le fout dans la bagnole, essaie d'avoir une conversation avec lui, une conversation complètement stérile qui aboutit à rien, puisque le Travis reste complètement muet pendant tout le trajet. Arrivé à l'aéroport, impossible pour eux de prendre l'avion parce que Travis a l'air complètement terrorisé. On est incapable. Voilà, en tout cas, il ne veut pas monter dans un avion. En fait, si, il monte dans l'avion, mais ils font arrêter l'avion juste avant le décollage pour en redescendre. Walter
pète littéralement un câble, contacte sa femme pour dire qu'il va y avoir plusieurs jours de bagnole avant de pouvoir rentrer chez eux. Donc, on repart dans la voiture, on roule, on arrive donc chez les Anderson, Walter. Pendant le trajet, on se rend compte que Travis, il a un fils. Ils en parlent. Effectivement, il parle de. Enfin, en tout cas, son frère en parle. Walt parle de son fils. On va en parler juste après. Ils ont très très peu de conversations, très très peu d'échanges. Arrivé donc dans la maison de son frère, on découvre donc Anne, la femme de Walter, qui est française apparemment, et Hunter, qui s'avère donc être le fils de Travis, mais qui appelle son oncle et sa tante papa-maman, puisqu'apparemment ça fait donc 4 ans qu'il vit avec eux. Le petit a pas encore 8 ans. Il va les avoir à la fin du film. Il dit qu'il va sur ses 8 ans. Donc, il a passé la moitié de sa vie avec son oncle et sa tante. Son père, il ne lui parle pas. Il a de l'affection pour son oncle et sa tante. Et son oncle et sa tante ont beaucoup d'affection pour Hunter. Il y a une conversation entre Walt et Anne qui est un petit peu compliquée, où Anne lui dit clairement que, en tout cas, lui fait comprendre que si Travis vient récupérer son fils, ce qui est son droit le plus total, elle, ça va la briser, quoi. Et donc, pendant un petit moment, on suit des ellipses de temps où les personnages évoluent entre eux. Travis, petit à petit, se rapproche de son fils. Déjà de son fils, mais surtout, il parle un peu plus avec... Il sort du mutisme, déjà. Voilà, exactement. C'est un mec qui dort pas. Il passe toute la nuit dehors à regarder l'horizon. Ça aussi, on va en parler. Il y a aussi donc le personnage de Hunter, ce gamin, qui au début est complètement distant de son vrai père. Petit à petit, il va s'en rapprocher, notamment quand Travis va le chercher à l'école. Et s'ensuit après rapidement une scène où l'on a Walter qui montre un film en Super 8 à Travis. Est-ce que tu veux qu'on plonge déjà dans les scènes ou est-ce que tu veux finir ton synopsis et après revenir sur tout ? Ouais, c'est surtout pour parler justement pour introduire le personnage de Jane. Vas-y. Et voilà, on y arrive maintenant. Donc, Walter montre une vieille péloche de Super 8 à Travis, où justement il y a à l'intérieur de ce film la femme de Travis, donc Jane, avec leur gamin, avec Walter et Anne sur la plage, ils se baladent, tous ont l'air super contents, tous ont l'air heureux, et on voit un Travis et une Jane amoureux. En tout cas proches. Très complices. Exactement, très complices l'un envers l'autre, ce qui émeut Travis. Et à partir de là, il y a un truc qui se déclenche dans ce personnage. Il veut retrouver donc sa femme. Et ça, ce sera le dernier acte. Ça sera une grande partie on va dire, du milieu du film jusqu'à la fin du film. Ça va être, on va essayer de la rechercher et on va tout faire pour justement essayer de faire quelque chose. Il lui dit d'ailleurs à son frère, il lui dit je vais aller la chercher. Alors ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va prendre le gamin aussi en plus, parce que justement c'est son fils qui va lui demander aussi. Son fils va lui dire il ne kidnappe pas son fils, son fils est totalement volontaire, il veut retrouver sa mère. Et en fait, il y a une interaction tous les deux. Hunter dit à son père je sais que tu es mon père, je vois qui est ma mère, on va la chercher ensemble. Et donc à partir de là, road trip. Exactement, c'est un road trip de toute manière, c'est un drame sur un fond de road trip. Donc déjà, moi c'est le genre de film que j'apprécie. Ouais, t'aimes bien. Les road trips, j'aime bien, parce que les road trips racontent beaucoup de choses. Déjà par rapport à l'environnement dans lequel on se situe, là très clairement on est dans les États-Unis de la fin des années 70, début des années 80, on est dans le Texas, donc un pays chaud, un pays aride, un pays relativement désertique dans la première partie. On arrive en, on va dire, fin de film à Houston. C'est dans cette ville que, a priori, on sait qu'habite Jane. Dans Houston. Et on l'apprend par l'intermédiaire de Anne, qui, un soir, parle avec Travis et lui dit que tous les mois, le 5 du mois, il y a Jane donc qui met du pognon sur le compte en banque de Hunter. Et qu'au début... Des fois $5, des fois $20. Des fois $50, des fois plus, des fois moins. Donc c'est un peu... Ça aussi, c'est intriguant. On le comprend à la fin pourquoi. Et on apprend aussi que Anne, pendant un moment, elle donnait des nouvelles de son fils. Elle donnait des nouvelles de Hunter à Jane. Et après, du jour au lendemain, elle en a plus donné. Et donc road trip, et ils vont la trouver. Et ils vont la chercher, et effectivement, ils vont la trouver. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les road trips, c'est un truc que j'aime bien. Je trouve que Wim Wenders, dans le film, filme bien. C'est magnifique, non ? C'est super beau. Il y a des plans qui sont... Ça m'a beaucoup rappelé Breaking Bad, déjà. Je trouve qu'il y a... il y a ce côté aride. Déjà le côté aride du désert, forcément. Et aussi, même les plans et tout, j'ai l'impression que... Alors peut-être je me fourvoie, mais j'ai l'impression qu'il y a une influence
une certaine influence. C'est possible. Après, je pense que les États-Unis, c'est tellement vaste. Je sais que dans certaines villes, il y a une couleur de ciel qui est assez particulière. Moi, j'ai un pote qui m'a déjà dit à El Paso, la couleur du ciel, c'est pas la même que chez nous. D'accord. En tout cas, dans ce film, il y a clairement une volonté de peindre, en tout cas à l'image, un paysage américain particulier, et ça marche bien. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la rupture qu'il y a entre le début, beaucoup de désert, et puis à la fin, il n'y a que des autoroutes. Ça montre aussi l'état d'esprit du personnage qui évolue. C'est ça aussi que je disais tout au début du film. C'est pour cette raison que j'ai beaucoup aimé ce film-là. C'est-à-dire que le film, finalement, il y a déjà très peu de personnages dans le film. Ils sont pas nombreux du tout. Il y a maximum 8 persos à l'écran. C'est clair. Ça s'arrête là. Le film, du coup, par ce nombre restreint de personnages, il y a très peu de dialogue. C'est un film qui va à l'essentiel. Contemplatif, comme tu as dit. Ouais, tout à fait. Mais même au niveau des discussions, ça va à l'essentiel. Il n'y a pas de superflu, il n'y a rien. Les personnages, quand ils parlent entre eux, il n'y a pas plus. Il n'y a pas de notion d'état d'âme. Il n'y a pas de... Voilà, c'est comment ça va. Ça va, oui, ok, on va à l'école. Ok, tu vas le chercher. Il s'est passé ça. Du coup, ce que je trouve génial dans ce film, c'est que, visuellement parlant, le film nous en raconte presque plus que les dialogues eux-mêmes. C'est tout ce que t'aimes. C'est tout ce que j'aime. Et justement, dans les paysages, au tout début, il n'y a rien. C'est un désert total. Comme ce qu'il y a dans sa tête, quoi. Exactement. Alors qu'à la fin, quand il cherche sa femme, il se retrouve à un moment donné sur une autoroute où c'est pas une autoroute linéaire, longue à perte de vue. Non, c'est une autoroute à plusieurs niveaux avec des virages qui montent, qui descendent. Quand il la poursuit, là, d'ailleurs. Exactement. Et il le dit d'ailleurs, il dit non, mais on ne devrait peut-être pas la suivre, ou tu es sûr que c'est elle. On voit qu'il a des doutes, on voit que c'est confus, c'est le bordel dans sa tête. Et il y a plein de passages comme ça qui montrent des trucs et qui font corps avec ce que le personnage est en train de raconter, ou en tout cas ce qui dégage comme émotion, comme sentiment. Ça marche super bien, ça. Très bien. Et donc, est-ce qu'il y a des scènes sur lesquelles tu aimerais revenir particulièrement ou... Alors oui, déjà, il y a une scène dont on va parler, ce sera la scène de fin. Donc désolé, on va devoir spoiler. on va spoiler seulement parce que la scène de fin, elle est évocatrice de ce qui se passe. Quand tu parles de scène de fin, c'est celle où ils sont au téléphone, genre ? Que tous les deux, voilà. Mais pas la première, la deuxième, vraiment. Deuxième, bien sûr. La première aussi. Bon, en fait, on va en parler quand ils sont dans le Peep Show. Un truc qui est notable aussi dans le film, c'est la séparation qu'il y a entre tous les personnages. Et ça, non seulement on le voit par rapport à leurs interactions. Au tout début, Travis est vachement distant envers son frère, envers sa belle-sœur et envers son fils. Mais à chaque fois, il y a une séparation physique dans le film. Notamment quand Walter va chercher son fils. Alors, il y a une scène assez drôle, c'est là où il se rapproche un peu plus. Il y a 2 passages où l'on voit Travis qui va chercher son fils à l'école. Dans le premier, quand Hunter sort de l'école, il sort avec un pote à lui. Travis est de l'autre côté du trottoir, de l'autre côté de la route, sur un autre trottoir. Il regarde son fils qui sort, il l'attend, et Hunter dit à son pote ouais, c'est mon père, bon, viens, on rentre tous les deux. Donc, la magie ne marche pas. Par contre, dans la scène d'après, justement pour se rapprocher de son fils, je ne sais plus pour quelle raison, je crois qu'il parle justement avec sa belle-sœur à un moment donné, qu'elle lui dit tu devrais changer un peu de dégaine ou je ne sais pas quoi. Il va s'acheter un costume improbable. C'est avec la femme de ménage. Ah, c'est avec la femme de ménage, exact. Femme de ménage mexicaine. Qui lui dit oui, pour avoir la figure, oui, c'est ça, pour avoir la figure paternelle. Il faut que tu aies la dignité. Et il faut de la dignité. Et donc, il faut mettre un costume, il faut marcher le torse bombé. Donc, lui, il va s'acheter un costume avec un chapeau pas possible, veste à carreaux, pantalon à carreaux. C'est une scène plutôt comique. Ouais, et du coup, ça rapproche Hunter de son père. Parce que Hunter, quand il sort de l'école et qu'il voit son père de l'autre côté de la rue, sur l'autre trottoir, habillé un peu comme un clown, on va dire, quoi. Elle est très forte, cette scène, je trouve. Ouais, justement, parce qu'en plus, il y a un jeu de mimétisme. Puisque justement, quand Hunter, il se rapproche pas de son père, il traverse pas, il reste sur son trottoir à lui. Oui. À la fin, c'est l'inverse, c'est Travis qui traverse. Mais il lui dit, clairement, à la fin, c'est le fils qui lui dit c'est bon, tu peux venir de mon côté du trottoir. Il lui dit pas, il lui fait signe. Mais ce qui est intéressant, c'est que il se rapproche physiquement parce que Hunter regarde son père qui marche, Travis regarde son fils qui marche de l'autre côté de la rue, et Hunter déambule un petit peu de manière comique. Voilà, son père refait exactement pareil, et après les jeux s'inversent, et du coup l'un fait le mimétisme, fait le miroir de l'autre. Mais pendant toute la scène, il y a la route qui les sépare. Ils sont pas côte à côte. Donc il y a déjà. C'est ça. Il y a toujours dans tout le film la notion de séparation. La route entre les deux au tout début, dans la maison, enfin quand quand Travis est chez son frère, il y a la rupture de l'intérieur à l'extérieur. Toutes les scènes sont quasiment filmées de nuit. On a toujours à l'intérieur de la maison
Walter et Anne qui parlent, avec Hunter qui dort, et on a Travis qui est toujours à l'extérieur, et qui, en plus de ça, est toujours en train de regarder l'horizon. Avec des jumelles, il regarde l'aéroport. Ce sont des scènes intéressantes, puisqu'il y a la rupture, encore une fois, à ce niveau-là. Il ne fait pas partie de la famille. Et en plus de... Dans l'image. Ouais, voilà. Mais en plus de ne pas être à l'intérieur de la maison, donc dans le cocon familial, en plus, il regarde l'horizon, il regarde quelque chose qui est inatteignable, et en plus des avions qui s'envolent. Dans la tronche du mec, tu te dis, ok, le bonhomme, il n'a pas envie d'être là, il a envie de s'évader. Il a envie de partir. Donc, tu as encore une fois cette rupture qui s'opère. Et à la fin, très clairement, toujours avec Hunter, quand ils vont chercher sa mère, ils parlent beaucoup dans la voiture, puisqu'ils partent en voiture jusqu'à Houston. Ils parlent beaucoup, mais au moment de retrouver Jane, Travis demande à Hunter de se mettre à un endroit. Donc, en fait, ils vont essayer de chercher Jane le 5 du mois, dans la banque où elle dépose le pognon. Sauf qu'en fait, quand ils arrivent, ils le disent, la banque, ça ressemble plus à un drive. T'as l'impression qu'en fait, tu poses ton chèque de l'intérieur de ta bagnole et après tu te casses. Et donc, justement, il y a tellement de voitures garées devant la banque. Travis demande à Hunter, mets-toi là, et si jamais tu la vois, tu m'appelles, moi je vais de l'autre côté de la rue et je fais la même chose. Donc là, encore une fois, il y a une séparation physique entre les deux. Ils ont la même mission, mais ils sont pas du tout dans le même espace. Et en plus, encore une fois, Travis regarde son fils par les jumelles. Donc, il est toujours très distant de tout le monde, finalement. Et, la dernière séparation, c'est encore la plus marquante de toutes, c'est quand Travis retrouve Jane dans le peep show. Et en fait, ils se parlent par téléphone interposé, mais surtout à travers un miroir sans teint. Donc, non seulement il y a une séparation physique entre les deux, mais en plus, il y a une séparation, il n'y en a qu'un qui voit l'autre. Et ça, c'est encore plus fort, et on va encore plus en parler un peu plus tard de ce que c'est. Bon, il ne faut pas que ça soit trop long, donc on va essayer quand même d'être succinct. Mais le film fait 2h30 aussi, il y a 2h30 de film. Et il y a plein de choses à dire. Condenser. Déjà, quand tu faisais le synopsis, là, chaque fois j'avais envie de m'arrêter pour parler de la scène en particulier, quoi. Donc il y a plein de choses, quoi. D'accord. Est-ce que tu veux parler d'une scène particulière ? Alors moi, j'aime beaucoup la scène où justement, la première scène forte du film, je trouve, c'est celle où... Bon, il y a plein de scènes fortes, mais celle-là en particulier, c'est celle où ils regardent justement les bandes de leurs vacances. Bande de Super 8. Et déjà, dans ce que tu as dit, moi, je trouve que en fait, c'est un film qui fait un gros plan sur les relations en général. Quoi. Oui, tout à fait. Entre tous les personnages. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnages, comme tu as dit, mais les relations, tu les sens, tu les ressens. J'aime beaucoup déjà la relation qu'il y a entre Walt et sa femme Anne, qui se détériore petit à petit quand Travis revient. Voilà, quand Travis revient. Et que tu sens que Walt, lui, quelque part, ça lui irait si Hunter il partait avec son père. Tu vois, et que elle, ça serait horrible pour elle. Et tu vois qu'il y a une dissonance entre les deux. Et tu vois qu'il y a une séparation qui se crée. Et comme tu dis, maintenant que tu me le dis, il y a aussi une séparation physique qui se crée entre les deux. Tu les vois plus. Au début, tu les vois ensemble. À la fin, tu les vois plus du tout ensemble. C'est vrai. Bah justement, à la fin, tu vois même Walt qui est dehors en train de fumer une clope pendant que Anne est à l'intérieur allongée. Donc il y a une rupture extérieure-intérieure entre les deux personnages, c'est vrai. Et cette scène forte là où il regarde les bandes, où il regarde les vacances, Travis, il a beaucoup de mal à regarder son ex-femme. Tout le monde regarde la réaction de l'autre et c'est super intéressant, quoi. Tu vois, à chaque fois qu'il y a une image particulière, il y a Walt qui regarde Travis, après Travis il regarde Hunter, Hunter qui lève les yeux de temps en temps, qui regarde son père, et il y a plein de choses qui se passent dans cette scène, vraiment j'adore. C'est fort, et c'est le premier moment où il commence un petit peu à se rapprocher. C'est vrai. Mais jusqu'à ce moment, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé entre sa femme et Travis. On en arrive même à se dire, est-ce qu'elle est toujours là finalement ? Est-ce qu'elle est encore vivante ? Est-ce qu'elle est dans le même pays ? Il y a plein de trucs qui... Clairement, c'est toute la question du film, c'est quoi le traumatisme, quoi. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le sujet de cet état-là, en tout cas de Travis ? Au début, c'est ce qu'on se dit jusqu'à la fin. Et à la fin, on s'aperçoit qu'il y a plus que ça, en fait. Il y a aussi un petit dialogue entre Hunter et Anne, juste après avoir visionné le film, que j'adore. Hunter, il demande à Anne, est-ce que tu penses qu'il l'aime encore ? Elle lui dit, oui, je crois que oui. J'ai vu sa façon de le regarder. Hunter, il lui dit, mais ça, c'est pas elle, c'est juste elle dans un film, il y a très longtemps. Et je trouve le dialogue est très fort. Bon, après, le Hunter, il est particulièrement, je vais dire perspicace, mais pas perspicace. Il est très sensible, quoi.
En plus, franchement, c'est vraiment le gosse, il a la palme d'or de la bonté quand même. C'est vrai. On va dire, il est facile, quoi. Hein, parce que après, il aurait pu réagir d'une autre manière quand son père il revient au bout de 4 ans, quoi. Ouais, et puis même, déjà de une, et puis même à la fin du film, quand. Vas-y, dis-le, de toute façon. Le problème, c'est qu'il faut en parler. Il faut parler de cette scène, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ouais. Donc, quand ils partent à Houston et qu'ils vont dans cette fameuse banque, Hunter voit sa mère. Ouais. Il la reconnaît. S'ensuit à partir de là, on va dire une poursuite. Ouais, une poursuite. Ouais. Pas une course-poursuite à fond les ballons sur l'autoroute, mais voilà, ils partent sur l'autoroute. C'est là où justement on voit physiquement, de par les embranchements de l'autoroute, ça monte, ça descend, et le dialogue qu'il y a entre Hunter et Travis. On comprend que Travis, il est déboussolé, que ça devient confus dans sa tronche, qu'il hésite même. Donc ils suivent la voiture de Jane et ils arrivent sur une espèce de parking entre 4 immeubles. On ne sait pas trop ce qui se passe. Bon, apparemment, dans la tête de Travis, lui, il sait très bien où est-ce qu'il se situe. Il dit à son fils de rester dans la bagnole pendant que lui va voir si sa femme est là-dedans. Là, encore une fois, il y a une séparation physique, puisqu'on a la voiture qui est filmée au premier plan, on a Hunter qui est à l'intérieur de la voiture filmé devant, et on a Travis qui se dirige vers la porte d'entrée donc du peep show, et qui s'éloigne donc de son fils pour dans un plan qui est complètement statique. Il y a encore une fois une séparation. Et quand il rentre dans le peep show, on s'aperçoit, on se dit merde, en fait, sa femme se prostitue. Donc finalement, non, c'est juste de la conversation, c'est vraiment un peep show. Ouais. Ça s'arrête là. Alors c'est un centre pour voyeurs, quoi. Ouais, c'est ça. Puisque derrière, en gros, d'abord, lui, il rentre, il se retrouve dans un bar avec plein de nanas qui sont toutes habillées en infirmière, tout ça. Il se retrouve quelque part où il ne devrait pas être. Exactement. Ouais. Il y a un Mac qui est là. D'ailleurs, on va en parler de cet acteur. Je vais y revenir juste après. Et je vais faire un rapprochement avec un autre réalisateur et un autre type de film qui match avec Paris, Texas. Donc, Travis rentre, il voit plusieurs nanas, il se dirige au sous-sol, enfin, au niveau inférieur, puisque justement, cette espèce de Mac lui dit non, mais les filles, elles sont en bas. Et en bas, effectivement, il y a tout un tas de petites salles fermées par des rideaux, où l'on voit des mecs qui rentrent et qui sortent. Travis rentre à l'intérieur, et donc on comprend à ce moment-là, il y a une chaise, un espèce de bureau, un téléphone et une vitre qui donne une vue sur une pièce fictive, on va dire. Alors on voit qu'il y a une espèce de jungle, il y a une espèce de cuisine et une chambre d'hôtel. Ouais. Et donc après, voilà, lui, il prend le téléphone, il dit je voudrais parler à une petite blonde, cheveux lisses, etc. Et il voit une nana habillée en infirmière qui débarque. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Mais on comprend que, voilà, en gros, il y a une nana qui parle avec le mec et qui se fout à poil, et elle ne voit rien. Miroir sans teint. Par contre, elle interagit avec le client. Mais d'ailleurs, quand il est à l'étage et qu'il y a le Mac là dont tu parles, elle, on la voit de dos. On la voit de dos dans une robe en cachemire rose. Ouais, cachemire rose qui en jette grave. Mais elle est de dos, donc on ne sait pas encore qui est cette Jane. Mais elle va rentrer avec son pull en cachemire rose. Voilà, à un moment donné, Travis se sort puisque c'est pas la bonne personne. Change de cabine. Il change de cabine. Il atterrit donc dans une cabine qui donne sur une fausse chambre d'hôtel. Et là rentre une blonde qui est donc sa femme. Ouais. Il reconnaît donc Jane, interprétée donc par Nastya Kinski, qui, de toi à moi, est magnifique. Elle est magnifique, elle est époustouflante. Elle cartonne. Franchement, il y a un truc énorme. Alors, Natalia Kinski, je la connaissais pas, c'est la première fois que je la découvre. Par contre, moi, je connais. C'est pas que je le connais personnellement, en plus il est mort. J'apprécie beaucoup son père qui est Klaus Kinski, qui est un acteur allemand complètement fou. On en parlera de lui parce qu'il y a des films magistraux qu'il a fait. Mais ouais, c'est un acteur qui a une histoire de malade, et il était complètement barge, quoi, comme mec. Ouais. Et il y a un petit truc dans le sourire qui m'a fait à plusieurs reprises penser à son père. Mais bon, bref. Ouais. Et donc elle arrive et s'installe à partir de là une première discussion hésitante, timide, avec un Travis qui ne sait pas quoi dire, finalement. Il n'est pas prêt. Il se barre. Et c'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure. C'est là où Hunter, il aurait pu péter un câble par rapport à son père. C'est que justement, Travis sort du peep show. On se retrouve juste après, une petite ellipse temporelle, dans un motel. Dans un bar, je crois. Dans un bar d'abord, avec un Travis qui se met la sauce, qui se met minable devant son fils. Ouais. Et là, on commence pas encore à comprendre quelque chose, mais ça ouvre déjà une porte sur ce qui va se passer à la fin. Ouais. En tout cas, sur ce qui s'est passé, ce qui a causé le problème.
Et juste après, on voit donc Travis, qui est pas bien, qui rentre avec son fils qui plus ou moins le porte jusque dans la chambre d'hôtel, quoi, du motel. Travis est complètement raide. Il se retrouve même dans un hall, je sais pas où. Il se retrouve sur une banquette à parler de. C'est intéressant cette scène parce qu'il parle de son père et de sa mère et de la relation qu'ils avaient entre les deux. Il dit tout ça à Hunter et c'est intéressant. Ouais. Je crois qu'à un moment donné, il dit mon père, il regardait ma mère, mais il la voyait pas vraiment. C'est ça. Et on comprend qu'il y avait une relation qui n'était pas une relation amoureuse du tout. Ouais. Il y avait peut-être une responsabilité derrière, mais sans plus, quoi. Mais c'est intéressant, encore une fois, on a une relation, pas conflictuelle, mais on a une relation qui n'a pas marché entre deux personnages qu'on n'a jamais vus. Et la scène suivante, on a un Travis qui s'apprête, mieux, physiquement bien, propre sur lui, coiffé, nickel, et qui dit à son fils, tu vas rester là et tu vas attendre. Donc, une fois de plus, séparation entre Hunter et son père. Et donc, on voit Travis qui repart. La scène d'après, on se retrouve dans le Peep Show face à un nouveau décor, donc la fameuse cuisine, une fake cuisine, avec de nouveau Jane qui rentre, habillée. On arrive à la scène du film. On arrive à la scène du film, exactement, habillée différemment, dans une robe complètement noire. Et on a un Travis qui est, pour le coup, sûr de lui et qui commence à parler en lui disant je vais te raconter une histoire. Toujours pareil, à chaque fois qu'elle essaye de se dessaper, parce que on comprend que c'est ça son job, quoi. La première fois, il lui dit non de manière un peu agressive, en s'excusant par la suite. Mais dans la deuxième rencontre, il lui dit non, pas besoin, mais si tu veux, je voudrais te raconter une histoire. Et là, il déballe tout. D'ailleurs, est-ce que je peux revenir vite fait sur la première scène Bien sûr. Dans le Peep Show, bien sûr. Celle juste avant. Justement, elle va pour enlever ses fringues. Et là, il s'énerve sur elle. Il commence à vraiment monter le ton. Et il dit ouais, mais tu gagnes combien de toute façon et tout, quoi. Oui, tu vois. c'est vrai. Et après, c'est là qu'il s'en va. Mais avant de partir, il s'excuse. Tu vois, chose qu'il n'a peut-être jamais fait avant. Et il a senti l'ancien Travis qui ressortait, tu vois, et il s'est vite barré, comme il fait d'habitude, quoi. Il s'est barré, mais il s'est excusé. Et cette fois-ci, il est revenu, quoi. Et c'est pour ça qu'il va se bourrer la gueule, parce que c'est tout ce qu'il sait faire, parce que c'est son schéma. On le sait pas encore, mais c'est son schéma. On le sait pas encore, exact, c'est ça. C'est vrai, très, très juste. C'est vrai qu'en y repensant, c'est exactement ça, quoi. Ouais. Et après, il veut revenir pour réparer les choses. Voilà. Et donc, à partir de là, il commence à tout lui déballer. À raconter l'histoire. En racontant une histoire, en tout cas. Et en nous la racontant aussi. Voilà. Vu qu'il fait plus face à nous que face à elle. C'est ça. D'ailleurs, en plus, c'est ça, parce que quand il lui parle, il se retourne. Donc, elle ne le voit pas parce que c'est un miroir sans teint, mais lui non plus ne la voit pas. Il prend la décision de ne pas la voir. Justement, il prend la décision de les mettre au même niveau. Ouais. C'est intéressant. Et il lui déballe dans un flot parfaitement limpide une histoire qui s'avère être la leur, avec donc un mari qui, à la base, était complètement amoureux de sa femme, fou amoureux. Les deux fous amoureux, si bien, mais avec, il le précise, un certain écart d'âge entre les deux. Elle proche de la vingtaine et lui bien une bonne dizaine, quinzaine d'années supplémentaires. Ouais, facile, je crois. C'est ça. Et que justement, cet amour fou, lui, la seule chose qui l'attendait par rapport à ça, c'était de passer encore plus de temps avec elle. Donc, il bossait pas. Quand il manquait d'argent, il faisait des petits boulots. Mais quand il bossait, ça le rendait fou de pas savoir ce que faisait sa femme de l'autre côté. Donc, il bossait un coup à droite, un coup à gauche, sans avoir d'attache particulière, qui était bien pendant un certain temps. Et puis après, assez rapidement, la folie s'est installée, on va dire, auprès de ce personnage de Travis. La jalousie, Voilà, a commencé à avoir des doutes sur sa femme en disant peut-être que pendant que je vais travailler, elle voit d'autres gars. Et ça lui a pas plu. Ce qui a entraîné donc une chute dans l'alcool, ivresse, etc., et qui a fait donc du tort et du mal à Jane, jusqu'à ce que Travis, quelque part, s'en aperçoive un petit peu. Donc à partir de là, fini les conneries, il a arrêté de boire, il a trouvé un boulot fixe. Alors, je reviens un peu juste sur la temporalité, sur la chronologie. Donc, il a commencé à sombrer dans l'alcoolisme. Après, il a commencé à sortir tard le soir pour voir si elle serait jalouse. Tu as raison, effectivement. Oui, alors, elle n'était pas jalouse, mais elle était très inquiète. C'est ça. Sauf que lui, il reconnaît, pour lui, l'amour, ça se transmet par la jalousie. Pour lui, c'est un mécanisme qu'il reconnaît, alors que l'inquiétude, c'est pas quelque chose qu'il reconnaît. C'est ça. Et donc, ça le rend encore plus fou.
Et le fait qu'il se soit remis sur de bons rails, c'est au moment où elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Voilà. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Voilà. Donc à partir de là, joie et bonheur dans ce couple. Lui, il a trouvé un poste fixe, donc un boulot, une situation beaucoup plus confortable. Plus d'alcool. Voilà, plus d'alcool, tout allait bien. Sauf que du côté de Jane, c'est l'inverse. Voilà. Elle s'est sentie, et elle le dit à un moment donné, parce que quand il raconte son histoire, elle a compris à un moment donné que c'était donc lui et qu'il parlait de lui et de elle. Ouais. Donc là, en plus, c'est ça qui est fou dans ces scènes. Quasiment toute la scène, elle est cadrée sur son visage à elle. Et on a au début un personnage qui, on va le dire, n'en a rien à foutre. Petit à petit, qui comprend, qui est touché, qui se met à pleurer. Le plan est magnifique. C'est magnifique. Le plan est magnifique. Et elle le dit elle-même. Elle dit qu'elle s'est sentie prisonnière. Ouais. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'au moment où elle dit prisonnière, il y a un jeu de cadrage. Ouais. Pendant tout le plan, on voit soit Travis qui regarde à travers le miroir ce décor complètement fake dans lequel il y a Jane. Mm-hmm. Quand on passe de l'autre côté, au début, on est cadré que sur Jane, donc on ne voit pas l'envers du décor. Et à partir de ce moment-là, plus ou moins, on voit le point de vue de Jane. Ouais. Donc on a la caméra dans le dos de Jane qui regarde le miroir sans teint, avec plus ou moins une pénombre dans Travis. Mais on voit qu'en fait le décor, il est pas complet. Ouais. Le décor, il est tout dégueulasse. Tout ce qu'elle voit, c'est des genres de la laine de verre. Ouais, de la laine de verre partout. Il y a de la laine de verre partout. Le miroir sans teint, il est posé sur un tasseau qui est bricolé, quoi. Ouais, elle est en cage. Ouais. Et quand elle dit qu'elle était prisonnière, ça fait écho visuellement avec avec l'état d'esprit dans lequel elle se sentait et dans lequel finalement elle se ressent encore maintenant. Et elle est toujours prisonnière quand elle est avec lui. Il y a toujours cette distance et il y a toujours ce même effet, cette même émotion, ce même ressenti dans ce personnage. Ça marche vachement bien. Tout le film, il est ponctué de petits détails comme ça qui matchent. C'est là où le film est très très bon. Il y a plein de plans comme ça qui sont beaux et qui sont assez révélateurs de la situation. Et donc voilà, on arrive avec la fin du dialogue où finalement il Travis raconte toute l'histoire. On comprend que ce qui a généré la grosse séparation et la traversée du désert, sans mauvais jeu de mots, de Travis pendant 4 ans, c'est que l'endroit dans lequel ils vivaient tous les trois, Travis, Jane et Hunter, c'était une caravane. Ouais. Donc en plus, voilà, c'est pas une maison avec une attache fixe. Ouais. C'est un truc qui peut rouler. C'est un truc qui est pas solide, c'est pas le mot, mais encore une fois, on a une famille qui est pas stable, qui est pas fixe. Voilà. Et donc la caravane, un soir, a pris feu. Alors très sincèrement, je sais même pas à ce moment-là si c'était volontaire ou pas. C'est elle qui a foutu le feu. C'est elle qui a foutu le feu. Ouais. J'avais complètement. Moi, je l'ai vu comme ça. Quoi. Ah ok, d'accord. C'est pas. Elle est partie avec Hunter, elle a foutu le feu, il s'est réveillé, il était dans le feu. Quoi. Voilà, c'est ça. Lui, en fait, la caravane. Alors, avant ça, donc elle lui racontait ses rêves en lui disant qu'elle rêvait de s'échapper, quoi. Oui. Et au moment où elle lui a raconté ça, il a commencé à lui attacher une cloche sur le pied pour pas qu'elle s'échappe, pour que ça le réveille si jamais elle partait dans la nuit. Exact. Elle a réussi à faire en sorte, elle a genre mis une chaussette dedans pour pas qu'il entende. Ouais. Elle a commencé à s'échapper. Parce que je crois que le traumatisme, c'est ça surtout. C'est que il est allé la chercher alors qu'elle était presque sur l'autoroute. Il l'a ramenée de force jusque dans la caravane. Il l'a attachée au four. Et après, il est allé dans son lit et il dit... à ce moment-là, je ressentais rien. Je l'entendais qui hurlait. J'entendais Hunter qui hurlait. Ouais. Et je ressentais rien. Ouais, tout à fait. Et et je me suis endormi paisiblement et je me suis réveillé le matin et il y avait le feu. Le feu dans la caravane. J'étais dans le feu. Mais là, tu vois, alors peut-être que c'est moi qui ai pas noté, mais à ce moment-là du film, j'avais pas l'impression que c'était elle qui avait foutu le feu. Moi, j'ai compris ça. Mais du coup, dans la logique, c'est assez logique, mais j'avais pas l'impression que c'était... Elle était prisonnière et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était partir le feu. En tout cas, c'était sa volonté. Et du coup, voilà, on se retrouve avec en tout cas dans l'histoire, Travis se réveillant tout seul dans une caravane complètement en feu. Il est parti et à partir de là, ça a été l'exode. Ouais. Et là, peut-être la remise en question du personnage, en tout cas cette longue traversée, a fait que justement on s'est retrouvé dans cette situation-là. Alors à ce moment-là, une fois qu'on nous a dévoilé tout ça, il décide de se retourner et de la voir. Oui. Et à ce moment-là, je pense que tu as noté, il se retourne et avec l'effet du miroir en face, tu vois son visage superposé sur elle. Là. Ouais. C'est magnifique. Il y a des trucs comme ça dans le film qui marchent. Ça, c'est alors là le fait qu'il y ait son visage à lui superposé sur son visage à elle, ça en dit long aussi sur le personnage. Ouais. Qu'est-ce qu'il voit finalement lui ? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il la voit ? Voilà. C'est comme il disait avec sa mère juste avant, quand on en parlait à Hunter, tu vois.
est-ce qu'il la voit vraiment, tu vois? Ou est-ce qu'en fait, il se voit lui à travers elle, exactement. une espèce de, comment dirais-je, une image de lui, en fait, de son meilleur lui, tu vois? Ou plutôt de ses attentes par rapport à sa femme. Ouais. Qu'est-ce que lui aimerait que sa femme soit pour lui? Donc, il se voit son visage par rapport à elle. Il y a toute une interrogation qu'on peut faire par rapport à ça montre que ça n'a pas changé, en fait. C'est toujours pareil. Voilà. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, nous, on voit plus du tout la même chose. Et est-ce que lui, finalement, a vraiment vu sa femme ou pas? Est-ce qu'il a pris conscience ou non? C'est toute une interrogation. Voilà, c'est une scène qui est assez parlante. J'ai pas vraiment de réponse. Je me suis pas fait une histoire en me disant, ok, ça raconte ça. Mais en tout cas, il y a un effet un peu choc en disant, putain, en fait, c'est plus le même personnage. Ni elle ni lui. Ouais, carrément. En tout cas, sur son bout de monologue à lui, le jeu d'acteur des deux. Alors elle dit trop rien. Elle dit quasiment rien. Mais comme tu dis, la caméra, à un moment donné, elle est braquée sur elle. Et tu vois toutes les émotions qui passent. Au début, elle met un temps avant de... En fait, tu sais pas trop si elle sait pas, mais à un moment donné où elle se sent brisée au moment où il commence à parler d'enfermement. Au début, il raconte toute l'histoire où ils étaient bien. Et elle écoute tranquillement. Et après, quand ça commence à être dur, elle commence à avoir les larmes aux yeux et tout. Ah, j'étais pris là. C'était fabuleux, quoi. Fabuleux. Cette scène... Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Mais pareil, dans son monologue à lui, à aucun moment, il cite de prénom. Non. Ni le sien, ni celui de Jane, ni il raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Voilà, il se détache du truc. Il a besoin de se détacher. Il parle de lui à la troisième personne. Il se retourne pour pas la regarder. Il doit se détacher pour pouvoir en parler. C'est ça. Mais même elle, moi, je suis dans la scène. Je suis convaincu qu'au début, elle s'en fout royalement, parce qu'elle se met les mains dans les cheveux, elle se remet un peu sa robe, tu vois qu'elle regarde un peu à droite à gauche. Et puis il y a un moment où elle tique. D'abord sur la voix, en disant mais c'est pas vous la dernière fois qui êtes venu non, c'était pas moi. Voilà, qui lui dit non, pas du tout. Et donc elle se remet à l'écouter, mais sans plus prêter d'attention que ça. Et effectivement, au fur et à mesure, il y a son visage qui se décompose. Et donc à ce moment-là, en tout cas, on a pas sa version à elle, mais c'est elle qui va commencer à parler. Oui. Et tout comme lui, au début, il se parle un peu, il se regarde, parce qu'elle éteint la lumière, et il lui montre son visage avec la lampe. C'est ça, il se rapproche le plus possible du miroir, et effectivement, le fait qu'il n'y ait plus de lumière dans la pièce de Jane fait qu'on voit davantage le visage de Travis. Voilà. Et là, elle va commencer à parler. Il lui dit d'ailleurs qu'il est venu avec Hunter à ce moment-là, et que si elle veut le voir, il l'attend dans un hôtel, dans la chambre 15-20. Et à ce moment-là, elle va chercher un objet. Après, elle se retourne et elle-même va commencer à parler. Des choses à dire sur cette scène-là particulièrement? Non, pas spécialement. Okay. Moi, personnellement, je trouve que c'est intéressant d'avoir son point de vue à elle, parce que depuis le début, tu fais que suivre Travis, donc tout ce que tu as, c'est ce que lui ressent et tout ça. Et lui, il lui demande pourquoi est-ce que tu n'as pas pris Hunter avec toi quand tu es parti? Pourquoi est-ce que tu l'as laissé à Anne? Et elle dit je n'avais pas ce dont il avait besoin, et je voulais pas m'en servir pour remplir le vide qui était en moi. Alors laisse-moi te dire, mon pote, que quand elle a dit ça, je suis content que personne n'ait vu ma gueule, parce que j'étais en larmes totales. D'accord. Ouais, je trouvais ça tellement fort, quoi. Tu vois, moralement, tu peux questionner le truc. Tu vois, tu peux dire c'est horrible ce qu'elle a fait, ce que lui a fait, que tu vois, mais en fait, c'est un effondrement. C'est genre, c'était un amour tellement fort, tu vois, duquel tu peux penser, ou auquel on a déjà pensé, on a peut-être déjà tous rêvé de ça, tu vois. Et eux, ils l'ont vécu tellement fortement, et ce genre d'amour, quand il se brise, c'est dévastateur. Et quand elle dit ça, quand elle dit « je voulais pas m'en servir pour remplir le vide qui était en moi », quelque part, c'est tellement dur de se positionner moralement dans ce qu'elle vient de dire. Parce que quelque part, c'est tellement louable, c'est vrai, quoi. Si tu fais ça à ton enfant, tu lui infliges quelque chose d'horrible. Et quelque part, de l'avoir passé à sa belle famille, qui sont une famille très stable, tout à fait. Ils sont très bien tous les deux. Quelque part, elle a bien fait, parce que elle se retrouvait juste avec un trou énorme en elle, et elle était pas capable d'assumer et d'assurer le bonheur du petit, quoi. De toute façon, à un moment donné aussi, elle le dit. Je sais plus si c'est elle qui le dit à Travis, qu'au début, elle avait des nouvelles de la part de Anne, et en fait, c'est elle qui a coupé court aux échanges. C'est elle qui ne voulait plus savoir ce qui se passait. Elle a dit je pouvais plus le regarder grandir en sachant que j'étais pas présent. Exactement. Ça lui faisait trop de peine, trop de mal. Donc il y a quand même cette notion de dire ok, je me suis débarrassé de mon gamin. C'est quand même douloureux pour elle. C'est toujours questionnable, et c'est compliqué, c'est super complexe, mais
c'est tellement bien amené parce que tu ressens tout, je trouve. Pourtant, ils en parlent pratiquement que à ce moment-là, et t'as aussi les bobines avant que tu vois, mais leur relation à eux deux, tu la ressens par son monologue à lui, et puis après ce dont elle parlait. Je sais pas, c'est fort, quoi. C'est vraiment fort. Mais ce qui est, en plus, ça marche dans les films quand tu as les. Alors, c'est une relation toxique qu'il y avait entre les deux personnages. Oui. De toute façon, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Ouais, c'est la toxicité de leur couple, de leur amour. C'est la passion toxique, quoi. Ouais, c'est ça. Ça les a dévastés, ça les a détruits. Et s'ensuit donc à la fin la scène où Travis, effectivement, lui dit « Si tu veux voir ton fils, il est là ». Et à partir de cet instant, on a Travis qui est en voix off jusqu'à la fin du film, qui parle à Hunter. En gros, c'est un message qu'il enregistre pour lui. Et on voit, à travers les images, en fait, Jane qui arrive, qui va à l'hôtel, qui monte dans la chambre et qui se retrouve avec son fils, qui s'enlace. Et on comprend que tous les deux vont rester et que Travis s'est soustrait donc à cette famille. Lui, pour lui, il a mis les choses au clair. Il y a une espèce donc d'acceptation de la culpabilité de tout ce que tu veux. Le mec est libéré de ce poids et il va laisser donc sa femme, son ex-femme, on va dire, tranquille avec son fils. Et au final, tout s'arrange bien. Tout finit bien, malgré le comment dirais-je, cet amour impossible, on va dire. Le fait que Travis et Jane ne seront plus ensemble. Ça finit bien parce que, voilà, les personnages ont retrouvé plus ou moins un certain équilibre, on va dire. Jane reprend son fils. Lui, du coup, il accepte ça très bien. Il n'est pas en froid ni avec son fils. Il est plus en froid avec son ex-femme. C'est pour ça que je disais que c'est un drame, mais qui n'est pas... Voilà le mot qu'on peut dire sur ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est pas un drame négatif. C'est un drame. Il y a une situation conflictuelle qui a amené une situation que l'on va voir évoluer pendant tout le film et dont on va avoir la clé à la fin du film, la résolution du problème. Mais au final, c'est un drame qui n'est pas... C'est pas qu'il est positif, mais au final, à la fin, voilà. Pour moi, c'est pas quelque chose où ça finit mal. C'est marrant parce que, alors, tu vois, de tout le film, j'ai jugé personne. Mais à la fin, Travis... Ah oui, c'est lui que tu juges, hein, de toute manière. Je peux pas accepter ce qu'il fait, quoi. Je trouve qu'il a commencé à retrouver une relation avec son fils et que, encore une fois, il se dédouane, quoi. Il lui dit, tiens, je te le laisse et moi, je m'en vais parce que je peux pas faire face. Mais fais face, quoi. Reste avec ton fils, tu dois rester avec... Alors, moi, étant père, alors je me mets dans cette situation. Pour moi, c'est horrible, quoi. Tu vois, c'est horrible de me dire que il va pas être là plus tard, quoi. Je suis d'accord. Il va partir, quoi. Et il a retrouvé un semblant de relation, et là, il va repartir. Alors, parce qu'il peut pas voir Jane en face, quoi. Ceci dit, ce que nous raconte pas le film par la suite, c'est justement pour lui, il a rétabli un ordre qui est son fils n'est plus tout seul. Il n'était pas tout seul. Il était avec son frère. Il était dans une famille stable, mais du coup, équilibrée. Là, maintenant, il a retrouvé sa mère. Lui, le fait de s'être libéré, la relation qu'il a eue avec son fils pendant tout le road trip, ça n'a pas été une relation négative. Au contraire, c'était que du bon. Mais repartir encore, c'est encore un trauma pour le petit. Non, il repart. Alors pour le petit, du coup, il retrouve sa mère. Pour lui, je sais pas. Moi, peut-être, mais sa mère, elle travaille toujours dans un pipe show. Alors moi, à mon avis, à la fin, ça va rétablir aussi tout ça. Tu te dis que... Alors moi, j'espère que ce qui va se passer, c'est que Travis, il part pas forcément pour toujours. Il reste dans le coin. Voilà, et que... C'est comme ça que je l'entrevois, en tout cas, à la fin du film. Et que Jane, elle rentre en contact avec Anne et Walt pour mettre tout ça au clair. Et tout ça, c'est pas genre je me barre avec mon fils et puis plus jamais Anne et Walt entendent parler, tu vois. Donc... Moi, il y a plein de petits éléments dans ce moment-là du film qui me fait justement penser que ça se termine pas trop mal. Déjà, la dégaine de Travis, qui n'est plus du tout le même qu'au début du film. En plus, au début, le mec, il a la barbe super longue, mal sapée, pas coiffée, dégueulasse. Pendant le film, il évolue, il est un peu mieux physiquement, etc. Mais bon, ça reste un mec qui a pris des coups durs, quoi. À la fin du film, il est nickel. Il est bien, tu le vois, il se tient bien, il est souriant, il est posé, le gars. Donc, pour lui, c'est bon. Le mec est soigné, on va dire. Le mec, il a passé cette épreuve de la culpabilité. Mais il y a encore des choses qu'il peut pas... Ouais, mais justement, c'est ça aussi. Il le fait comprendre de toute manière à la fin du film. Il peut pas rester avec eux. Et c'est surtout Jane. Il n'arrive pas, il devient...
il devient quelqu'un d'autre quand il est autour d'elle. Il devient son maton. C'est pas bon pour eux. Lui, il est obligé de partir, sinon ça va recommencer. Ouais. Ça sera un éternel recommencement de pas de manipulation, mais de. Il y aura toujours chez lui cette volonté de tenir sa femme, en tout cas de vouloir la commander d'une certaine manière. La contrôler, voilà, c'est le mot juste. Donc voilà, pour éviter que ça se répète, la meilleure solution qu'il ait à prendre, justement, c'est de partir. Ouais, mais pour Hunter, il y a un travail à faire. C'est peut-être pour lui, effectivement. Ça, après, le film ne nous le dit pas, mais on peut spéculer dessus pendant très très longtemps. Il y a un autre élément aussi qui me fait penser que ça se passe bien et qui, de toute manière, donne aussi un peu le ton à ce film, c'est la musique. Oui, on n'en a pas parlé jusque-là. Non, on n'en a pas parlé du tout. La musique, on va dire, il y a un air de musique qui évolue avec cette espèce de guitare, comment on pourrait appeler ça, guitare en slide, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec 4 notes à chaque fois sur un laps de temps relativement long. Ça déchire. Moi, j'aime beaucoup. Tu as vraiment l'impression d'être aux États-Unis dans cette époque-là. Ça marche bien. Voilà, c'est ça. Mais du coup, tu n'as pas une ambiance musicale pesante. Au contraire, c'est assez léger. Non, mais ça va avec le film, quoi. Hein, ouais, c'est ça. C'est assez léger et du coup, quand tu le vois partir en plus de ça sur cet air de musique dans la nuit, dans sa bagnole, ouais, ça laisse planer une ambiance. Ça va, c'est cool. Ouais. Ça va, c'est cool. Ouais. En tout cas, moi, j'ai noté que pour moi, les héros de l'histoire, c'est Anne et Walt. D'accord, ok. Parce qu'ils ont éduqué Travis d'une certaine façon. Oui. C'est un garçon en or, quoi. Parce que lui, si tu regardes toutes les relations, en tout cas la relation brisée entre lui et son père et la relation brisée entre lui et sa mère, c'est toujours lui qui fait le premier pas. Quand tu vois sa mère qui revient dans la chambre d'hôtel et qu'il se retrouve, alors elle vient, elle le regarde, puis elle baisse les yeux parce qu'elle a du mal à faire face et c'est lui qui vient vers elle. Et c'est exactement comme avec Travis quand il est revenu, c'est Hunter qui est venu vers Travis. C'est ça. C'est vraiment un garçon qui est capable de relativiser les choses. Il est... Malgré son jeune âge. Ouais, malgré son jeune âge, il est vraiment hyper bien éduqué. Et ça, c'est un reflet de son oncle et sa tante. Voilà, exactement. D'ailleurs, en plus, il y a un passage aussi qui est sympa quand ils sont dans le premier motel avec son père et qu'ils parlent. Ouais. Il dit... D'ailleurs, j'ai remis cette scène parce qu'à un moment donné, je comprenais pas. Je disais, il me parle de qui, en fait? Il dit, oui, je l'appelle maman. Il fait, oui. Travis répond, oui, je sais. Mais est-ce que tu penses que maman, il dit quelque chose donc par rapport à sa vraie mère? En fait, il mélange. C'est très perturbant le fait qu'il l'appelle sa tante maman, mais qu'il considère quand même sa mère comme étant sa mère. À un moment donné, il y a un truc dans cette conversation où j'ai dû le remettre pour dire, mais en fait, il parle de Anne à ce moment-là, il parle pas de Jane. Et il est conscient de ça, de cet amour. Mais il est conscient. C'est ça qui est fort, c'est qu'il est conscient de tout. Mais ça, ce n'est qu'un reflet justement d'Anne et Walt qui lui ont tout bien expliqué. Ouais. Voilà, il sait les choses. C'est quand Travis y revient et qu'il dit c'est ton père, il n'est pas là complètement perdu, tu vois, il sait tout ce qui s'est passé. Parce qu'en plus, il le dit, il dit oui, je sais. Il dit, je sais que c'est mon père. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe après la fin du film, mais j'espère que Anne et Walt, ça va aller, parce que c'est eux les héros de l'histoire. Ouais, et puis en plus, ils sont cool tous les deux, parce que même Walter, quand il va chercher son frère, après 4 ans d'absence, sans aucune nouvelle ni rien, il va le chercher. Il est tellement compréhensif, tellement... Ouais, mais tu vois quand même que ça bouillonne au fond de lui. Quoi. Tu vois qu'à un moment donné, il en a marre. C'est son frère, quoi. C'est son frère, et c'est une relation de frère. Il comprend pas, il veut savoir, mais en même temps, tu vois... Il y a un moment donné où il commence à s'énerver sur lui, et après il redescend dans les tours, il fait ok, c'est bon, ça va. Mais en fait, tu vois vraiment, c'est ça qui est assez drôle, c'est que entre Anne et Walter, il n'y a pas d'enfant. Ils sont pas parents tous les deux. Pourtant, la figure paternelle, c'est Walter. Il a vraiment la responsabilité. Il sait ce que c'est que d'être pas le chef de famille, mais à un moment donné, quand il va chercher Travis, c'est son frère, mais il le paterne. Tu vois vraiment que c'est un mec qui endosse sa responsabilité, que ce soit par rapport à son frère, que ce soit par rapport à son neveu, que ce soit par rapport à sa femme. Il prend soin de cette famille. Ouais, il est vraiment en place. C'est quelqu'un de bien. Et Anne, tu vois que c'est quelqu'un qui est pareil, mais qui est peut-être un peu moins forte. Plus fragile. Ouais. Elle est plus fragile parce qu'elle le dit. Quand elle dit oui, j'ai peur de ce qui va arriver, et que Walter lui dit mais c'est son fils, c'est normal que c'est tout à fait son droit de le récupérer. Ouais. Tu vois qu'elle est quand même un peu tiraillée entre encore une fois, c'est toujours une question de morale finalement. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui est bon pour le petit? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et dans cette conversation où finalement elle a aucun droit par rapport à ce gamin, il y a quand même de l'attachement envers lui, et peut-être aussi le fait de dire s'il repart avec son père, est-ce que ça va bien se passer? En tout cas, moi dans ce film, je
trouve que les personnages sont tellement bien écrits. Ouais. J'ai l'impression de tous les connaître. Ils sont vraiment multidimensionnels, quoi. Tout à fait. Tu les comprends tous. Alors, tu peux plus ou moins accepter moralement leur choix, tu vois, et ça, c'est personnel. Mais en tout cas, c'est facile de les suivre et c'est facile de les comprendre, et je trouve que c'est super bien écrit, quoi. Les personnages sont très bien écrits, quoi. Ouais, tout à fait. Ce qui est assez marrant par rapport à ça, et c'est bien que tu en parles, pendant tout le film, surtout par rapport au personnage de Travis, et le paysage filmé, et la lenteur, en tout cas le temps que prend le film à montrer les paysages, faire évoluer la situation et les interactions des personnages entre eux, ça m'a fortement fait penser au film de Jim Jarmusch, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et ce qui est assez drôle, c'est que le Mac qui se retrouve dans le Peep Show, je sais même pas s'il a un nom d'ailleurs, ce mec-là, dans ce film, ce personnage du macro, qui n'en est pas vraiment un, en fait. Il est interprété par John Laurie, et c'est un mec qui a fait plusieurs films avec Jim Jarmusch, notamment le très bon Done by Law, avec Roberto Benigni, entre autres, et Tom Watts, je sais plus comment il s'appelle, il faudrait Tom Waits, le chanteur. Ouais, tout à fait. Lui aussi est chanteur, John Laurie. C'est un musicien d'ailleurs, je crois, de formation à la base. Enfin bref. Et ils ont fait plusieurs films avec Jim Jarmusch. Et ça m'a fait marrer quand je l'ai vu arriver. Et je vais putain, tu l'as reconnu direct. C'est peut-être pas anodin finalement, ce que je pensais au début de dire on dirait un film de Jim Jarmusch. Et de se retrouver ce mec-là, je me suis retrouvé dans un confort que j'aime bien. Tu vas dire c'est la même famille, quoi. C'est tout pareil. Ouais, mais effectivement les personnages sont bien écrits. Il y a plein de trucs qui se dégagent d'eux. Moi, encore une fois, la première fois où on voit arriver Jane à l'écran, elle crève l'écran pour de bon, quoi. Le passage où elle ouvre la porte de cette cabine, on la voit pas, on entend la porte qui claque, et boum, gros plan sur son visage avec cette robe en cachemire rose, elle déchire tout. Carrément. Et même quand elle arrive en noir après, elle est fabuleuse. Ouais, mais le premier impact visuel en rose sur cette espèce de fond un peu beige, ça en jette sec. D'ailleurs, c'est l'affiche du film, qui est une très très belle affiche aussi. Très belle. Ouais, très sympa. Ouais. Je voulais juste revenir sur une scène avec toi, vite fait, parce que juste pour avoir ton ressenti. Qu'est-ce que tu as pensé de la scène du pont, où il marche sur un pont et il y a un mec qui est en train de gueuler sur l'autoroute, au-dessus de l'autoroute. Et ben ça, c'est pareil, tu vois. C'est à ce moment-là que je me suis dit, on dirait un film de Jim Jarmusch. Je vais résumer ça de manière très générale. Mais les films de Jim Jarmusch, en tout cas, moi, de ce que j'en ressens, c'est que tu as toujours, dans un environnement donné, un mec où tu te dis, ce mec, il a rien à faire ici. Il est dans un endroit qu'il maîtrise pas, qu'il contrôle pas. Lui, on sait pas ce qu'il... Le personnage dans le film, le personnage principal, le protagoniste du film. À chaque fois, tu as l'impression de te retrouver avec des mecs qui sont paumés et qui vont évoluer malgré eux dans un univers qui n'est pas le leur. Je peux te citer Deadman, par exemple. Je peux te citer Done by Law, où en fait, c'est 3 mecs complètement paumés qui vont se retrouver en tôle. On peut en citer plein. On peut aussi citer Ghost Dog aussi, une espèce de samouraï black qui est hors de son temps, hors de sa ville et qui match avec son environnement. C'est Whitaker, ça. Ouais, tout à fait. Il y a plein de films comme ça de Jarmusch. Il y a aussi The Limits of Control, où tu as un mec, tu sais pas ce qu'il fait dans cet environnement qui est pas le sien et tu le vois évoluer. Très bon film d'ailleurs, celui-là, Limits of Control. Donc voilà, t'as tous ces films où tu évolues, enfin tu vois des personnages évoluer dans un monde qui n'est pas le leur. Et cette scène, c'est exactement ça. On a Travis qui traverse donc de droite vers la gauche, un pont où on entend un mec qui gueule, ça prend des plombes avant qu'il le croise. Et quand il le croise, tu te demandes ce qui se passe, quoi. Exact. Et quand il le croise, donc t'as ce mec qui est en train de crier en contrebas de l'autoroute, des propos sociaux incompréhensibles. Conspiration. Ouais, voilà, exactement. Et lui qui le regarde, t'as l'impression qu'ils se comprennent sans se comprendre. C'est génial. Voilà. Et après, il trace sa route. Et non, il passe à côté de lui et il lui touche le dos. Il lui touche le dos. Genre, moi, en tout cas, j'ai interprété ça, genre, je reconnais ta folie, tu vois. Je reconnais ça et ça va aller. C'est à peu près ça, dans le sens où tu as l'impression qu'ils se comprennent sans se comprendre, mais en fait, ils sont plus ou moins identiques. Il y a ce truc-là de dire, effectivement, mec, on appartient au même monde. Voilà. Mais tous les deux sont hors de ce truc-là, quoi. C'est ça. C'était une scène. Mais même sympa. La scène, elle est vraiment hors du temps, quoi. C'est ça. T'as eu le brouillard derrière. Il y a aucune. D'ailleurs, c'est un des seuls moments dans le film où il n'y a pas de couleur. Non, c'est vrai. C'est très terne. C'est très terne. C'est intéressant. Je trouve la scène forte, quoi. Mais après, il y a des plans comme ça qui marchent vachement bien, qui n'a rien à voir au niveau émotionnel. Bien plus tard dans le film, quand on a Hunter et Travis qui sont sur la route, à un moment donné, ils font une pause, je crois qu'ils sont en train de manger. Il y a la voiture qui est, alors on va dire que le plan est divisé en tiers dans le sens de la hauteur. Le tiers inférieur, on a la voiture avec eux deux.
Dans tout le petit. pick-up, ouais. Voilà, c'est ça, du pick-up. Le tiers du milieu, on va dire, c'est 2 espèces d'énormes piliers d'autoroute. Et la partie supérieure, on voit l'autoroute, donc là où les bagnoles passent, quoi. Ouais. Le plan est super beau, il raconte rien, mais ça te montre à chaque fois l'immensité du décor dans lequel, en fait, tu as des gens qui sont tout petits. Ouais. Là, encore une fois, il y a un rapprochement. Mais ça veut dire quelque chose, ouais. Ouais, mais il y a peut-être, émotionnellement parlant par rapport à cette scène, ça raconte rien. Ouais. Mais par contre, dans ce que ça représente, à chaque fois, tu as toujours cette notion de distance qui est importante dans le film. Déjà, rien que par rapport au titre. Paris, Texas, tu te dis, ok, Paris, Texas, c'est très très loin. Alors qu'en fait, c'est Paris dans le Texas. C'est une petite portion. Donc en fait, les distances sont vachement proches finalement. Et tout se joue à chaque fois sur ce rapport-là. Ouais. D'ailleurs, à un moment donné, lui, quand il parle, c'est au tout début, donc avec Walter, quand il le ramène chez lui, il lui dit, ouais, j'ai acheté, t'es déjà allé à Paris? Ou quoi, à Paris en France? Il fait, ouais, non, jamais, ouais, parce que Paris, moi, je suis allé dans le Texas, etc. Il fait, mais Paris, Texas, c'est vachement loin. Et lui, il a une carte, et en fait, il touche Paris et Texas avec ses doigts, c'est très, très proche. Et après, il dit, non, mais en fait, c'est Paris dans le Texas. Et qui lui montre sa photo d'un endroit qu'il a acheté où il n'y a rien. D'ailleurs, qui fait écho au fait qu'ils habitent dans une caravane, qu'ils habitaient dans une caravane et que lui, il a acheté une portion pour pouvoir fonder un foyer, on va dire, dans cette ville de Paris, au Texas. Ce rapport de distance, dans ce plan, tu le vois, tu as 2 personnages tout petits dans un truc relativement grand, qui est un pont d'autoroute, où en fait, à chaque fois, voilà, ça te ramène l'immensité du décor dans lequel tu as les personnages qui se retrouvent. Il y a tout ce truc-là qui marche Puis bien. c'est le début du road trip. C'est le début du road trip, exact. C'est le tout début aussi, le tout premier plan où on voit Travis, il est tout microscopique dans un endroit gigantesque. Et puis après, on a un gros plan de lui qui est légèrement filmé en contre-plongée, où en fait, on voit plus de décor du tout. On voit lui qui écrase l'écran avec le ciel derrière. Tout le film joue sur ce truc-là. D'ailleurs, c'est très joli. Quand il est dans le mutisme et tout au début, et qu'il cherche à aller justement à Paris, Texas, il cherche un peu un retour aux sources parce que il croit que c'est là où il a été conçu. Et il en parle d'ailleurs avec son frère après dans la voiture. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, son père, il faisait toujours la blague de « t'as déjà été à Paris ?» Non, mais Paris, Texas, c'est... Parce que quand il s'échappe, après le feu et tout ça, il dit qu'il veut aller quelque part où le langage n'existe plus. Oui, c'est vrai. Et je me suis dit, je me le dis maintenant d'ailleurs, qu'un endroit où le langage n'existe plus, c'est quand t'es tout petit. C'est quand t'es enfant, quand t'es même dans le ventre de ta mère. Ouais. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il part quelque part où déjà il n'y a personne, c'est le désert complet, et en plus il part aux sources de sa naissance pour retrouver un monde où il n'y a pas besoin de parler, quoi. Il veut plus parler, il veut plus interagir, quoi. Ouais, un renouveau. Ouais, un renouveau, exactement. Ouais. Donc, je sais que je t'ai demandé au début déjà ce que t'en as pensé, mais est-ce que tu veux nous faire une petite conclusion? J'ai aimé le film. Maintenant, tu sais pourquoi. Ouais. C'est essentiellement pour les raisons visuelles que j'ai aimé le film. L'histoire, très bien. Les personnages, très bien. Leurs relations, très bien. Mais c'est pas quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres films. C'est pas novateur au niveau scénario. C'est pas quelque chose qui m'a révolutionné quand j'ai vu le film. Par contre, le fait de suivre une histoire qui est présentée par des personnages et de voir visuellement l'intention du réalisateur derrière d'accentuer par l'image les émotions suscitées par les personnages, leurs interactions entre eux, leurs traumas, etc. J'ai trouvé ça intéressant. Plus que le scénario en lui-même. Enfin, c'est un tout de toute manière dans le film. Après, le film, il a eu la Palme d'Or. D'ailleurs, petit truc assez intéressant, c'est que je l'ai lu par la suite. Harry Dean Stanton, donc c'est un acteur qu'on a vu dans plein de films. Il a toujours joué des seconds couteaux. On l'a vu dans Alien, on l'a vu dans New York 97, on l'a vu dans Las Vegas Parano, on l'a vu dans plein de films. Donc je lisais, après 30 ans de carrière, c'est le film dans lequel il a eu le premier rôle pour la première fois de sa vie. Bim, Palme d'Or au Festival de Cannes, pas mal. Pour une première fois, c'est pas mal. Mais ouais, donc voilà, c'est un film que j'ai apprécié pour toutes les raisons dont on a déjà parlé. Par contre, et c'est ce que je redis, je pense pas que ce soit le type de film qui peut plaire à une grande majorité. Je pense que si on le montre à plusieurs personnes, majoritairement va en ressortir un film lent, un film qui raconte pas grand-chose. Je l'ai dit en introduction, je sais très bien qu'autour de moi, il y a plein de gens qui ne le regarderaient pas. Qui ne le regarderaient pas jusqu'au bout, ou en tout cas qui n'y trouveraient pas un intérêt en disant ouais, c'est un film sans plus, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un film qu'on peut pas conseiller à tout le monde. Voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais après, ça mérite parce que c'est un beau film. Visuellement, il est beau. L'histoire qu'il raconte, elle est belle. C'est un film qui a une ambiance qui est pas pesante, au contraire, qui a c'est assez léger, c'est facile d'accès en plus comme film à regarder. C'est pas compliqué du tout. C'est pas une prise de tête. Ouais. Donc voilà.
pour les curieux, pour les amoureux, allez-y, franchement, faites-vous plaisir, ça vaut le coup. Sinon, après, si vous êtes plutôt du genre à regarder des films pour penser à autre chose, des films d'action, des machins comme ça, passez votre chemin, ça vous plaira pas. Bon, moi, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Ouais. Et je trouve au milieu, dans le deuxième acte, je trouve qu'il y a un petit peu de longueur. Je dirais pas que je me suis fait chier à un moment donné, mais voilà, il y a un petit peu de longueur. Mais j'ai été tellement touché par les personnages, tellement touché par l'histoire, parce que tu vois, c'est un peu peut-être la différence entre toi et moi sur le coup. Ouais, j'ai été vraiment touché par tous les personnages. Je trouve qu'ils sont tous vivants, tous bien amenés, et forcément c'est bien fait. C'est bien amené dans la réalisation aussi, quoi. C'est vrai. La réalisation, elle est très importante dans ce film. Alors après, il y a un elle truc. est bien foutue. Ouais, et puis il y a un truc. Alors ça, c'est parce que j'ai lu après avoir vu le film, justement pour préparer aussi un peu le podcast, vite fait, de voir en quelle année il a été tourné. Quelques traits de réalisation, etc. Il y a un truc qui m'a pas spécialement sauté aux yeux quand j'ai vu le film, mais Wim Wenders étant un réalisateur allemand, je sais pas si c'était son premier film tourné aux États-Unis ou quoi que ce soit, mais il a filmé les États-Unis d'un point de vue européen. Voilà. Pas quelqu'un qui vit là-bas. D'ailleurs, il y a plein de petits trucs, il y a plein de petits passages où il filme le drapeau américain tout en haut d'une énorme grue à un moment donné, quand Walter regarde avec des jumelles. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et c'est vrai que on voit dans le film qu'il y a une petite patte. En tout cas, c'est pas le genre de visuel que tu peux retrouver dans un film américain. Ouais. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est vrai que quand tu le regardes, tu te dis, ouais, il y a une vision derrière. Il y a la volonté de montrer un truc. Peut-être parce que justement, Wim Wenders, quand il est arrivé, quand il a fait ce film, il a découvert des trucs où ça lui fait penser à d'autres choses. Je sais pas trop, mais on voit que c'est la patte d'un étranger. Voilà. Ça, en tout cas, je vais pas mentir, hein, j'ai lu un article qui était assez intéressant par rapport à ça. Je peux pas, en tout cas quand j'ai vu le film pour la première fois, c'est-à-dire il y a 2 jours, je me suis pas fait le rapprochement en disant oui, effectivement, ça se voit que c'est un Allemand qui a filmé les trucs, mais c'est vrai qu'en l'ayant lu, je me suis dit ah ouais, effectivement, je comprends qu'il y a certains plans qui ont été filmés de cette manière. Donc ouais, c'était intéressant. Très bien. Et je voulais dire une dernière chose aussi. Je t'en prie. Pour que les gens peut-être me connaissent un peu mieux. Ouais. Moi, la scène où ils sont genre dans le peep show et qu'ils parlent l'un après l'autre, qu'il y a 2 monologues, mais ils parlent ensemble, quoi. Ouais. Moi, personnellement, je vis pour ce genre de scène, quoi. Moi, le cinéma, ce genre de scène, c'est tip-top. C'est 2 personnages bien construits qui ont un dialogue primordial et que le film tourne autour d'un dialogue comme ça. Pour moi, le dialogue, c'est la base, tu vois. C'est la base c'est pour ça que j'adore les huis clos en général, parce que ça tourne autour d'un dialogue, tu vois. D'accord. Et s'il y a une scène forte qui inclut un dialogue particulier qui fait tout, pour moi, c'est le top. T'as gagné, quoi, tu vois. Et bien alors, tu vois, c'est génial. Du coup, les gens vont aussi me connaître un peu mieux. Moi, c'est tout l'inverse. Ouais, moi, justement, les dialogues, tout ça dans un film, c'est cool. Une bonne histoire, c'est important. Un bon scénario, c'est encore plus important. Mais pour moi, le cinéma, c'est pas ça. Pour moi, le cinéma, c'est raconter une histoire par l'image. Et c'est justement ça aussi que j'ai apprécié dans le film. C'est tout ce qu'on a pu développer pendant ce podcast. Pour moi, un dialogue entre 2 personnages dans un film, tu peux retrouver ça au théâtre. Dans un livre. Tu peux retrouver ça dans un livre. On sait raconter des histoires. Le fait d'utiliser le médium filmique pour raconter une histoire, donc par l'image, pour moi, c'est ça le cinéma. C'est de t'expliquer des choses par le visuel. Ce qui est d'autant plus intéressant, et c'est ce que j'aime encore plus dans le cinéma, c'est quand tu as des personnages qui racontent un truc et que visuellement, ça te montre autre chose. Et il y a plein de films qui jouent sur ça. Et là, pour moi, là, tu touches quelque chose de sublime. Quand tu vois des persos ça raconte tout, ça raconte la trahison, ça raconte le mensonge. Et le pouvoir de l'image dans ce médium-là, c'est ça qui fait le cinéma. On peut clôturer sur ça. C'est pas mal. Ok, donc on va s'arrêter là pour ce film. Peux-tu nous dire quel film tu as choisi pour moi pour la semaine prochaine? Donc, pour la prochaine fois, moi, je te propose de regarder, non pas un film japonais cette fois-ci, on va quand même rester dans l'étranger. Je pars du principe que quand on parle de cinéma, on parle avant tout de cinéma américain, et pour nous, on parle aussi de cinéma français, alors qu'il y a plein d'autres pays. Donc, pour la prochaine fois, moi, je te propose de regarder un film espagnol, cette fois, de 2005, donc relativement récent. Un film d'un réalisateur que j'affectionne particulièrement, qui est Alex de la Iglesia. Et le film, c'est Le Crime Farpé.
Donc tu verras, ça n'a strictement rien à voir avec Paris, Texas. Ok. Je te dis rien du tout par rapport au film. Non, mais c'est très bien. Moi, je préfère regarder. comme ça. Je préfère te laisser découvrir parce que c'est un film qui, à mon sens, mérite d'être vu. C'est un film qui raconte beaucoup de choses. Alors oui, je peux te dire juste un petit truc. C'est une comédie. Ok. C'est une comédie, mais ça raconte tellement plus. On en parlera la prochaine fois. Très bien, avec plaisir. Sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires ou un petit message à nous faire passer, n'hésitez surtout pas. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ou à l'adresse mail cinémanonyme@gmail.com. On sera ravis de vous lire. Au prochain épisode, Yann nous dira donc ce qu'il a pensé du film Le Crime Farpé et m'en proposera un autre dans la foulée. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.